Salut à tous, c'est Sully Perfect, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Payback 2020 que j'ai finalement décidé de tourner ce soir, là, ce lundi, parce que finalement je l'ai vu en direct. J'ai eu le temps de le revoir cet après-midi, j'ai déjà bien les choses en tête. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas enregistrer la vidéo dès ce soir, hein, au lieu d'attendre Raw demain. Je sais que j'aime bien le faire d'attendre Raw d'habitude, mais bon, on va dire que l'avantage c'est que ça va un petit peu raccourcir la vidéo, hein, parce que c'est vrai que quand je parle des retombées d'Euro, ça allonge la vidéo. C'est pas grave, hein, je pourrais toujours rebondir sur Twitter, hein, suivez-moi sur Twitter, @SullyPerfect10, hein, avec un 10, si vous voulez avoir un peu plus de développement sur mes réactions par rapport à ce qui se sera passé à Raw. Petite aussi parenthèse pour parler de mes amis, de faire une petite publicité sur les amis des rebuts du catch, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter en l'absence de Cody la semaine dernière, où on a pu faire une review à 4 avec Enzo, le camarade Jack Jones, Papy Catch et moi-même. On a fait la double review de NXT TakeOver et NXT TakeOver 30 et de SummerSlam. Ça, c'était vraiment une très belle expérience. J'espère que ça se renouvellera, hein, on sait-on jamais. Et non, quelques petits problèmes de micro malheureusement. Bon, c'est pas grave, on corrigera ça à l'avenir. Et en tout cas, encore merci à Enzo et à Cody pour cette opportunité. Et tout ce que je peux vous demander de faire, c'est d'aller tout de suite, dans les heures, les jours à venir, regardez, allez écouter les rebuts du catch, hein, l'hebdo 131 de la semaine dernière, donc sur TakeOver et SummerSlam, où vous aurez l'occasion d'écouter les avis de tout le monde et notamment le mien. Voilà pour la parenthèse. On va parler tout de suite du kick-off, puisqu'il y a eu des petits matchs qui ont été ajoutés, hein, forcément, parce que j'avais fait des pronostics flash lors de ma dernière vidéo, qui était la vidéo review de SummerSlam. Et j'avais ajouté quelques pronostics de payback, hein, puisque effectivement le pay-per-view arrivait une semaine après. Je voulais pas faire de vidéo séparée pour les pronostics, mais évidemment il y allait avoir d'autres matchs ajoutés, hein, notamment du côté de SmackDown. Mais ils ont aussi rajouté un kick-off qui concernait en revanche Monday Night Raw, puisque c'était les Iconics contre Ruby Riott et Liv Morgan. Eh bien, le match n'aura pas été très long, hein, durée kick-off classique, 9 minutes. Les Iconics, hein, avant le match, font une promo, hein, pour dire à quel point Ruby Riott est vraiment peu digne de confiance, hein, histoire de foutre encore la merde, hein, entre Riott et Morgan. Riott, hein, longtemps dominé d'ailleurs dans le match. Liv Morgan qui reste à l'extérieur, hein, à cause des Iconics. Billie Kay qui dit ensuite à Liv Morgan « She hates you !» hein, en parlant de Ruby Riott, hein. Donc évidemment les Iconics qui essayent de monter, hein, Morgan contre Riott. Morgan finalement elle est à l'extérieur, elle hésite, elle se dit est-ce qu'il faut vraiment que je continue de participer à cela et d'aider Riott. Elle se décide finalement à faire le hot tag avec Ruby Riott. Elle remonte sur le ring, donc elle fait le hot tag. Bon, malheureusement sur ce hot tag il y a un petit botch où elle glisse sur une descente des avant-bras, elle glisse sur la deuxième corde. Bon, malheureusement elle retombe pas bien, mais au final on se retrouve avec une combinaison du knees to the face, hein, de la part de Liv Morgan et le Riott kick de Ruby Riott pour la victoire. La victoire donc de Morgan et Riott que j'aurais personnellement pronostiqué. Ça me paraissait mieux de le faire comme ça. Un bon petit match, mine de rien, au final, avec du storytelling, chose assez rare en kick-off, hein, et c'est peut-être bien de le faire plus souvent à l'avenir. Et on leur a laissé quand même un peu de temps pour s'exprimer. Le job est fait. La Riott Squad en ressort plus soudé que jamais au final, avec de belles phrases, un post-match, hein, puisqu'on verra ensuite dans le panel. Liv Morgan qui dit Live to Riott et Ruby Riott qui dit Riott to Live, et Liv Morgan qui annonce probablement le nom de leur nouvelle équipe qui sera un petit jeu de mots qui va s'appeler Living Riott. Donc Living Riott, qui est plutôt un bon nom je trouve, et elle précise que ce n'est qu'un début et qu'elles sont de retour. Donc cette fois-ci, je pense qu'on les lance véritablement en équipe, hein, qu'il n'y aura plus de tension, parce que c'était un peu bizarre de les retrouver ensemble pour ensuite avoir à nouveau de la tension pour finir à nouveau ensemble. J'espère que cette fois-ci, on les lancera véritablement, mais ça a l'air d'être bien parti, puisque en plus on leur a donné des tenues assorties, ce qui en général est plutôt bon signe. Donc ça peut faire quelque chose de plutôt sympa. Et on lance donc enfin l'équipe pro
probablement, enfin je le pense, pour leur donner un title shot face aux futurs championnes dont on parlera tout à l'heure. Le match, je vais donner un petit 2-3 quarts. Un petit 2-3 quarts, hein, ce qui est quand même très très honnête pour un match de kick-off, parce que c'était mieux que ce que je pensais, et j'ai aimé la petite dose de storytelling qui a été ajoutée, et in-ring, c'était, bon, oui, il y a toujours des petits botches, mais c'était pas si mal. J'ai trouvé ça pas si mal. Allez, on passe tout de suite à la carte principale. Match comptant pour le championnat des États-Unis entre Apollo Crews et Bobby Lashley. Un opener qui m'étonne. J'aurais pas choisi ça personnellement. J'aurais choisi un match un petit peu plus, on va dire, pétillant, hein, pas comme le match par équipe Mysterio contre Rollins et Murphy, par exemple. Ou voilà, peut-être mettre le tag team féminin. Bon, mais pourquoi pas, bon, je suis pas fan du choix, personnellement. MVP et Shelton Benjamin sont aussi là pour accompagner Lashley. Ils se tiendront près du ring, à l'extérieur. Le match durera 9 minutes 30. Domination de Lashley au début, qui fait évidemment parler sa force. Apollo Crews reviendra par la suite, mais au final, après un joli choc slam de Lashley, ou un quasi choc slam, vous savez, quand il propulse son adversaire avec sa main au niveau du torse de son adversaire pour l'écraser au sol, c'est pratiquement un choc slam. Donc un joli move de la part de Lashley. Lashley ensuite achève tout simplement Apollo Crews avec sa full Lashley, sa finition, sa full Nelson, et abandon immédiat d'Apollo Crews. Une victoire absolument, je dirais, prévisible, logique de la part de Bobby Lashley, il devait absolument, pour moi, prendre cette ceinture pour redonner du lustre et de la crédibilité à Howard Business. Voilà, il avait abattu MVP à SummerSlam, mais la seconde lame, on l'attendait, c'était Bobby Lashley, et là, il fallait absolument que le CEO of Howard Business s'impose, il le fallait. Petite photo de famille, MVP qui tire par le t-shirt un photographe pour avoir un petit album de photos. On aura vu les photos juste en live, c'est marrant, et voilà, on pose avec la ceinture. Apollo Crews d'ailleurs qui tentera juste ensuite d'attaquer Bobby Lashley, mais il est retenu par MVP et Shelton Benjamin. Apollo Crews partira alors, mais il dit il veut déjà sa revanche, donc c'est peut-être pas encore terminé. Le match en lui-même, il était plutôt pas mal. Je trouvais mieux que ce que j'aurais cru même. Deux bons matchs, on va dire, d'hommes forts, mais avec un bon petit mélange de force et de voltige, la voltige d'Apollo Crews. Voilà, un bon mélange et plutôt une bonne alchimie au final. Je l'ai pas trouvé dégueulasse ce match. Un peu weekly certes, mais bon, c'est pas grave. Pas de turn d'ailleurs d'Alexander, pas de turn de Ricochet pour le moment, mais sait-on jamais, ça pourrait venir, notamment ce soir à Monday Night Raw. Je pense que ça risque de bouger, que les lignes risquent de bouger à l'avenir. Et j'ai donné un 3 étoiles à cet opener qui était, je dirais, très honnête. On passe ensuite à un segment, puisque on apprend que Roman Reigns, c'est vrai que c'était pas très clair à SmackDown, puisque oui, c'est vrai que je vous en avais pas encore parlé, vu que ma dernière vidéo remonte il y a une semaine. Roman Reigns, le gros choc, à la fin de SmackDown, est aux côtés de Paul Heyman, ce qui probablement assoit son heel turn, et Paul Heyman donc qui devient le manager de Roman Reigns. Ça c'est le gros choc de ce SmackDown. Donc le nouveau Paul Heyman guy, donc Roman Reigns, c'était la sensation du week-end dernier. Et donc effectivement, il a pas signé son contrat, c'est ce qu'on nous dit. C'est vrai que la fin du segment de SmackDown ne donnait pas de certitude quant à sa signature au niveau du contrat pour le match de ce soir. Alors qu'on avait vu Bray Wyatt et Braun Strowman signer leur contrat durant la soirée à SmackDown. Donc on nous le dit, il n'a pas signé. Kayla Braxton vient voir Paul Heyman et elle demande à Paul Heyman si Reigns va signer ce contrat. Paul Heyman dit qu'il s'attend à ce qu'il le fasse, mais qu'il faudrait le lui demander. Donc du coup Braxton demande si elle peut entrer dans le vestiaire de Reigns, mais Paul Heyman refuse. Voilà. Pendant ce temps-là, autre segment où on voit JBL, petite surprise, JBL qui vient discuter avec Keith Lee, qui est en train de s'échauffer dans les coulisses, dans le vestiaire, pour avant son match contre Randy Orton. Et JBL dit qu'il ira loin
il ira très très loin dans ce monde, et il lui file alors sa carte de visite. Il dit à Lee qu'il a quelques fonds spéculatifs, hein, quelques hedge funds, pour lui, de seulement, entre guillemets, 1 million de dollars. Mais Keith Lee dit, bah j'ai pas trop les ressources, quoi, j'ai pas trop l'argent pour ça en ce moment. Hein. JBL lui dit alors que s'il gagne ce soir, contre Randy Orton, bah, il aura bientôt cet argent, hein, il aura ce qu'il faut. Mais, de toute façon, au cas où il perdrait, faut pas s'inquiéter, hein, parce que, bon, Randy Orton, c'est quand même l'un des meilleurs de l'histoire. Voilà comment se termine ce segment. Est-ce que JBL sera peut-être le futur manager de Keith Lee? Je trouverais ça bizarre comme association. Personnellement, je pense que Keith Lee n'a pas besoin de manager. Voilà. Je veux pas non plus qu'on fasse un peu comme à l'AEW qui, pour moi déjà, je trouve, multiplie les managers. Hein, en général, c'est souvent les anciennes superstars, des légendes, etc. Voire des Hall of Famers qui héritent de cela. Il y en a beaucoup à l'AEW. J'aimerais pas qu'ils fassent un peu pareil du côté de la WWE. VP a déjà ce rôle-là aussi à Raw. Je veux pas qu'on multiplie cela. Voilà, on verra ce que ça donne à Raw. Il y aura forcément des suites à cela. Je pense pas que ce segment ait servi à rien. Bref, on verra bien. On passe tout de suite au match suivant, donc entre Big E et Sheamus. Voilà, j'ai hésité entre Big E Sheamus et Big E Miz. C'est vrai que ça aurait pu être entre les deux, puisque Big E et le Miz ont eu des échanges lors de Talking Smack, qui est de retour, hein, le show de SmackDown, qui a de retour sur le network tous les samedis matins. C'est vrai que on a revu justement l'extrait avec une très très belle intervention d'ailleurs de Big E à Talking Smack en compagnie du Miz, hein, un bel échange, puisque le Miz reproche à Big E de pas être assez sérieux, hein, alors que il lui dit lui-même que tu es un champion material, donc c'est-à-dire que tu mériterais d'être champion, t'as tout ce qu'il faut pour être champion, mais que en gros tu te ridiculises avec toutes tes conneries du New Day là, et lorsqu'il parle de son cas personnel, le Miz, il dit, moi, à l'époque, oui, j'avais des accessoires, des bandanas, etc. Moi, je me suis débarrassé de tout ça. Et je suis devenu un main eventer. Donc, en gros, il conseille un peu à Big E de faire un peu pareil, de suivre son parcours. Mais Big E, lui, a répondu, et c'est ce qu'on a vu succinctement avant le match, que Big E ne veut pas changer d'attitude. Il veut surtout être lui-même, se faire confiance à son instinct, à son intuition, et il le dit lui-même, il dit, je suis sérieux. Je suis sérieux à l'heure qu'il est, je suis sérieux. Donc voilà les quelques extraits qu'on a eu, très très bel échange. Donc on a eu le week-end dernier, mais même aussi déjà la semaine d'avant, hein, puisque ça fait 2 fois que Big E est invité du Talking Smack, qui d'ailleurs va retrouver Xavier Woods, hein, qui sera l'officiel co-host avec Kayla Braxton. Hein, voilà, on va retrouver Xavier Woods donc en tant que présentateur, malheureusement pas encore sur le ring. Voilà, donc pour ce match, Big E Sheamus donc finalement a été annoncé, parce que c'est vrai qu'il se titille un petit peu à SmackDown. Bon voilà, Sheamus avait porté un big boot à Big E il y a deux semaines. Voilà, et il y a eu un match entre les deux. D'ailleurs, Big E avait fait un roll-up, il avait gagné contre Sheamus, mais on va dire que c'était pas hyper clean parce que Retribution venait d'intervenir, donc il y avait tout le roster, une bonne partie du roster qui était à l'extérieur, un peu en mode bûcheron, et il y a eu une petite bagarre entre Corbin et Riddle. Ça a un peu distrait Sheamus, et Big E avait gagné avec un roll-up. Donc c'est un peu un rematch du coup. Voilà pour un peu le contexte. Pour le match, il aura duré quand même relativement longtemps, 12 minutes 20. Petite remarque, hein, que je trouve regrettable de ne pas voir Sheamus sur le ring, venir sur le ring avec la même tenue qu'on peut lui voir sur les visuels notamment, ou dans sa petite promo backstage qu'on a vu juste avant le match, avec son Marcel là et son chapeau. Je trouve que ça lui va bien et que ça lui donne un look de bagarreur de rue, old school un peu, voilà, je trouve que ça lui sied bien, et c'est dommage de ne pas retrouver ça sur le ring. Personnellement, finalement, on continue à le voir avec sa tenue de catch habituelle. Un bon petit match d'homme fort, hein, c'était assez propre. Voilà, c'était assez classique, hein, c'est weekly, hein, j'ai envie de dire. Mais j'ai vu quelques longueurs. Voilà, il y a 2 moments où je suis vite fait un petit peu ennuyé. Je suis sorti un peu du match. Sheamus a bien travaillé la jambe, hein, du Big E aussi, hein, il faut le noter, à base d'un single crab, d'un sharpshooter modifié, c'était pas mal, et d'un heels hook, hein, aussi une prise, voilà, on fait une espèce de clé une clé de talon, hein, si je puis dire. Mais Big E, hein, il résiste, et au final, il réussit à porter son spear suicidaire entre la 2e et la 3e corde.
Sheamus porte ensuite un énorme coup de genou là, horrible au niveau du haut de la poitrine là, qui a bien claqué. Ça m'a fait hurler. Mais au final, Big E arrive à s'imposer avec un enchaînement Powerbomb plus Big Ending. Victoire sans surprise de Big E. Qui voilà est pushé en solo, hein, on le sait depuis que Kofi a annoncé son absence pour 6 semaines. Donc si c'est 6 semaines d'ailleurs, maintenant on devrait plus être très très loin de son retour, hein. On est, je pense, rendu autour de 15 jours d'absence encore. Mais ce push solo, il est notable. Je pense que Vince aime beaucoup Big E et qu'on peut peut-être compter sur lui. Peut-être, pourquoi pas, pour aller au sommet et avoir un petit parcours à la Kofi, hein. Faudra suivre ça avec intérêt, ce push de Big E. Et donc il avait vraiment besoin de cette victoire face à Sheamus. Même si évidemment, je trouve ça triste et regrettable pour Sheamus qui ne sert plus qu'à mettre les autres en valeur, hein, d'être un peu le, entre guillemets, le gatekeeper, hein, celui qui finalement est un peu le vigile, celui qui garde les clés du main roster, enfin, ou de SmackDown, qui en gros est l'obstacle sur lequel il faut passer avant de monter, quoi. Un peu à la manière de Cassius Ohno à l'époque à NXT, quoi. C'est un peu le taulier. D'abord, si tu veux monter les échelons, va falloir d'abord me passer dessus, quoi. C'est un peu ça, j'ai l'impression maintenant le booking de Sheamus. C'est regrettable parce que j'y croyais à son retour, hein, avec le retour de son look d'antan. Mais malheureusement, mais je crois que c'est déjà terminé, hein. Sheamus, il n'y a plus grand chose à espérer, à moins qu'il y ait une récompense pour service rendu à l'avenir. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air d'en prendre le chemin. En tout cas, le match, j'ai trouvé un peu long, certes, mais de bonne facture, propre. Deux middleweight, on va dire, qui font le taf. Il y a un peu de technique, il y a eu de la force, et Big E est bien mise en valeur. C'est propre, c'est pas ouf, c'est pas un match on va dire vraiment un match de pay-per-view, c'est vrai que c'est plus niveau weekly, mais c'était propre. Je lui donne un 3 étoiles, un quart. Voilà. On passe tout de suite au match suivant, match entre Baron Corbin et Matt Riddle, un match dont je vous avais déjà parlé depuis un petit moment, dans des matchs potentiels de pay-per-view. Ça a mis du temps à se faire. Ils l'ont enfin booké. Il fallait vraiment que ça arrive de toute façon. On cite d'abord backstage une interview de Riddle, puisque Corbin a tweeté que Riddle était un failure, un échec, hein, à la WWE, mais également un échec à la maison. Donc c'est quand même un tweet assez sauvage, puisque en filigrane c'est quand même une référence à l'infidélité reconnue, hein, par Matt Riddle lui-même, une infidélité à Matt Riddle envers sa femme, donc, et aux allégations aussi du speaking out, hein, qui se sont abattus contre lui, hein. On va pas rappeler l'histoire. Donc c'est quand même étonnant de rappeler toute cette petite casserole dans la storyline, même si c'est un peu bizarre de sortir ça maintenant à 2 minutes du match, alors que on n'en a jamais parlé auparavant, et que l'histoire entre Corbin et Riddle, elle tourne surtout autour d'une histoire un petit peu, justement, comme je vous disais avec Sheamus, Corbin qui joue un petit peu aussi le rôle de gatekeeper, hein. Si tu veux grimper les échelons, va falloir aussi me passer dessus, et il a aussi mis une rançon, hein, sur la tête de Riddle, pardon, et une rançon pour celui qui arrivera finalement à le battre. Et c'est pour ça qu'il y a eu Shorty G qui s'est un petit peu incrusté dans l'histoire. Voilà. On en était rendu là. Donc forcément, lorsqu'on lui a parlé de tout ça en interview, Riddle s'est fermé, il n'a pas répondu, il s'est barré. Donc il est parti assez énervé. Il faut rappeler aussi quand même que, mine de rien, c'est une histoire un peu au long cours, parce que avant même que Matt Riddle soit appelé dans le main roster, Corbin avait quand même éliminé Matt Riddle au Survivor Series l'année dernière, mais aussi cette année au Royal Rumble. Donc c'est vrai que parfois on se dit bon, les feuds à la VVE, c'est souvent, ça sort souvent de nulle part, mais là il faut le reconnaître, même si c'est pas une feud qui est très intéressante en soi, il y a quand même un peu de cohérence et un peu d'historique, hein, avec cette élimination au Survivor Series et au Rumble. Allez, il faut quand même leur donner du crédit par rapport à ça. Maintenant, on attaque le match. Corbin il ne perd pas de temps, il porte une close line à Riddle avant même le début du match, donc il le surprend. Le match donc qui aura duré 11 minutes, donc on leur a laissé quand même pas mal de temps. Pendant le match, alors là, pendant le match, il y a Michael Cole qui cite Booker T, qui visiblement Booker T a dit que, en parlant de Baron Corbin, que c'était peut-être
que ça pourrait être le plus grand big man de l'histoire de la WWE. Là-dessus, j'ai failli m'étouffer une première fois. Hein, j'ai bien dit une première fois parce qu'il y aura aussi une autre hérésie hein, que j'aurais entendu après, dont je vous parlerai. Finalement, bon, victoire de Matt Riddle avec un floating bro, hein, son Twisted Senton consécutif à un bro to sleep, hein, donc son go to sleep amélioré. Et voilà, donc c'est là qu'il y a la deuxième hérésie que j'entends de la part de Michael Cole. Un upset un upset que Corey Graves aussi confirme. Alors oui, je veux bien que Matt Riddle passe pour on va dire le petit nouveau, le petit rookie du main roster face à un catcher, on va dire entre guillemets établi comme Corbin, mais bon, quand on prend du recul, c'est quand même ridicule de se dire que une victoire de Riddle sur Corbin soit considérée comme un upset. Voilà, ça m'a fait bondir. J'ai failli m'étouffer une deuxième fois. Le match en soi, il est pas ouf, mais voilà, encore niveau weekly. Il faut dire que voilà, Matt Riddle c'est quand même pas mal, j'ai envie de dire un peu abaissé au niveau de Corbin, parce que quand il y a des adversaires de meilleure facture, on l'a vu à SmackDown, avec Riddle il est déjà bien meilleur, hein, on l'a vu face à AJ Styles, notamment pour ses débuts à SmackDown, même contre John Morrison, hein, c'était un match frais qui était vraiment très très sympa, mais voilà, quand c'est comme ça Corbin, elle est obligée de se rabaisser à son niveau. Hein. Maintenant, globalement, le match aurait pu être pire, il était pas si mal. Par rapport à mes attentes, Corbin a joué son rôle de heel habituel, il a porté un peu ses coups habituels, son deep six, pas son end of days, hein, il a rapporté pratiquement tout. Ah non, même pas le choc slam backbreaker, il l'aura pas porté non plus, mais il a rapporté son deep six, son clothesline là avec où il sort du ring, il tourne autour du poteau, il l'a réussi une première fois, même si c'était pas très bien placé. Je pense que c'est plus Corbin qui était mal placé, du coup il est obligé de faire son clothesline avec son bras gauche, alors que d'habitude il le porte avec son bras droit, et il se fera contrer une seconde fois lorsqu'il portera la même prise, hein, en faisant le tour du poteau. C'est du grand classique, hein. Corbin il comprend toujours pas qu'il faut jamais le faire deux fois, et de toute façon voilà, Matt Riddle devait gagner ce match et finir la feud pour lui permettre de gravir les échelons. Corbin ayant un peu le même rôle que Sheamus, hein, en gatekeeper comme je vous le disais, voilà, maintenant il faut franchir le palier suivant. Enfin, c'est ce que je croyais, puisque backstage, hein, juste après le match, il y a une interview de Riddle, sauf que Corbin attaquera Riddle backstage, donc dans le dos. Il s'écroulera contre une table avec plein de petits fruits autour. Voilà, j'en peux plus là, il faut vraiment passer à autre chose. Malheureusement, non, c'est pas encore terminé. Il y aura une suite à SmackDown, mais là j'espère vraiment que Riddle va en terminer et qu'on va passer à la suite, quoi. Parce que là, Riddle, il faut qu'il monte, il faut qu'il revienne dans le game. Là, je le verrai bien maintenant pour le titre intercontinental, qu'il revienne dans le game, et pourquoi pas un joli Fatal 4-Way, hein, au vu de ce qui s'est passé un peu à SmackDown la semaine dernière avec le retour de Sami Zayn. Pourquoi pas un Jeff Hardy contre AJ Styles, contre Sami Zayn, contre Matt Riddle, un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental à Clash of Champions. Je trouverais ça plutôt joli sur les papiers, puisque effectivement Clash of Champions a bien été confirmé, et ce ne sera pas non pas le 20 septembre, hein, comme c'était d'ailleurs botché. Ils l'ont carrément botché, ils ont fait un clip pour annoncer Clash of Champions le 20 septembre, et juste après Michael Cole remettra la bonne date, hein. C'est bien décalé au 27 septembre, hein. Super le botch, ça qui permet d'avoir 4 semaines de build-up, ce qui est quand même bien mieux et bien plus digeste. Donc 4 semaines de build-up, et donc tous les titres qui sont en jeu, hein. Normalement c'est comme ça, donc ça peut faire normalement 9 matchs potentiels, ça peut faire déjà une grosse carte. Donc bien le 27 septembre, donc un intercontinental match qui pourrait être pas mal sur le papier. Le match en lui-même, donc classique weekly, ni bon ni mauvais, voilà, c'est pas ouf. Je lui ai mis un petit 3 étoiles, bon, je pourrais même descendre à 2-3 quarts, c'était pas ouf. Pas de shortage à noter, hein, puisqu'il était quand même présent dans la feud. Pas de rappel de la rançon aussi pendant le match, ou après. Bon, ça a souligné, mais peut-être que ça reviendra sur le tapis à SmackDown, hein, à voir. Maintenant, bon, j'espère qu'on va vite passer à autre chose. Match suivant, match comptant pour les championnats tag team féminins entre Bayley et Banks, hein, The Role Models, et Nia Jax et Shayna Baszler. À noter, donc, ouais, on a vu backstage, hein, Shayna Baszler et Nia Jax, hein, qui toujours pareil, elles étaient toujours en train de se chauffer, hein, et faut se concentrer sur le match. Voilà, toujours de se concentrer et arrêter les bavardages d'avant-match.
le tout, c'est de se concentrer sur le match, même si l'une et l'autre ne s'aiment pas. Elles se le disent elles-mêmes. Hein. Un t-shirt étonnant de la part de Nia Jax, hein, marqué Nobody Meaner Than Tamina, donc personne de plus méchante que Tamina. Sympa, bon bah pourquoi pas, mais c'est bizarre de sortir un t-shirt de Tamina. Alors, elles ont été en équipe il fut un temps, mais pourquoi ramener encore Tamina bizarrement. 10 minutes 20 pour le match, pas très très long. La fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, on a Shayna Baszler qui bloque les jambes de Sasha Banks hein, en Mutalok et qui à la fois porte une Kirifuda Clutch à Bayley, ce qui fait qu'on a une double prise. Sasha Banks essaye d'empêcher l'abandon de Bayley, hein, elle lève son bras, elle essaie de desserrer la prise de Baszler, sauf que Baszler, elle chope le bras de Banks, et du coup elle le glisse autour du cou de Bayley, ce qui fait que ça intensifie la prise, hein, et du coup ça étrangle encore plus Bayley, et du coup bah, Bayley ne peut plus tenir, et elle abandonne. Une fin pour le moins originale, et intelligente, hein, puisque bah, du coup c'est plutôt, enfin on pourrait interpréter ça comme Sasha Banks qui provoque l'abandon et la défaite de l'équipe, hein, donc l'abandon de Bayley, puisque avant que Banks n'ait le bras autour du cou de Bayley, bah Bayley avait tenu le coup. Elle tenait le coup, elle abandonnait pas, et c'est justement le bras de Banks autour d'elle, autour du cou de Bayley, qui a provoqué l'abandon. Hein, donc je suis un peu plus étonné, voilà, j'aurais plutôt donné la défaite sur Banks, encore, pour donner encore de la hit, hein, que ce soit toujours Bayley protégé et toujours Banks qui se fasse enfler à la fin. Bon, ils l'ont fait plutôt sur Bayley cette fois-ci. La victoire a donné à Shayna, là pour le coup je valide et j'aurais dit pareil. Le résultat est logique, vu le scénario qu'on nous racontait depuis un certain temps. Bayley Banks commençait petit à petit à partir en tension, hein, à perdre leur ceinture, notamment Banks, et Banks donc perd toutes ses ceintures, donc on se retrouve avec, comme ils l'ont dit, No Belts Banks. Le match, il est, allez, correct, on va dire. Nia Jax, c'est le boulet du match, comme on pouvait s'y attendre. Toujours aussi peu sécure in ring. Elle me fait toujours peur. Dès qu'elle entre sur le ring, elle jette ses adversaires comme des sacs de patates. Elle les projette, là, quand elle fait ses billes. C'est vraiment... Il n'y a rien à en tirer de cette fille, c'est incroyable. Elle fait pas gaffe à ce qu'elle fait. C'est vraiment mais insécure au possible. Et en plus, elle a vendu quand même une blessure au genou pendant le match. En tout cas, elle a essayé de le vendre, justement, parce que c'était nul. Justement, elle le vendait une fois sur deux, son genou. C'était nul. Et dès que Baszler tente de rentrer sur le ring à la place, bah là, tout de suite, tu te sentais un peu mieux. Tu sentais déjà qu'il y avait beaucoup plus d'assurance in-ring, et beaucoup plus de garantie, parce que là, lorsqu'elle entrait, ça y allait. Hein, les gros coups de genoux, ces écrasements ventraux, ça y allait, quoi. Il y avait beaucoup plus de dynamisme aussi, hein. Et c'était beaucoup plus sécure, si je puis dire. Pas de tension d'ailleurs entre Baszler et Jax, hein, malgré ce qui se passait en coulisses. Shayna Baszler dira même pendant le match, hein, à Nia Jax, we can win, on peut gagner, elles ont vu l'ouverture. Et c'est mieux d'ailleurs que, donc, comme je vous le disais, que Baszler finisse le match. J'aurais aimé qu'on marque davantage la tension d'ailleurs entre Bayley et Banks, avec l'une qui repousse l'autre à la fin et s'en va par exemple, voire un coup porté par inadvertance. Bref, qu'on monte en tension, en dramaturgie. Là, on voit vraiment qu'ils tiennent à tirer le fil jusqu'au bout. Mais attention à ne pas saouler les gens à la longue, hein, parce que ça devient long, hein, très très long cette histoire. Et là, franchement, il faut à tout prix que ça pète maintenant entre les deux filles, et que le Bayley versus Banks pour le titre féminin de SmackDown ait lieu à Clash of Champions. Parce que si ça n'arrive pas à Clash of Champions, je pousserai une énorme gueulante. Et je vous le dirai dans ma vidéo pronostic de Clash of Champions. Si c'est pas Bayley Banks, ce sera du gros foutage de gueule. Et là je vous dirai, stop les amis, stop, arrêtons les conneries. Le fil a été tiré vraiment le plus loin possible. Et là, faut arrêter les teasing. Quand bien même, on va dire, ils ont fait ça un peu intelligemment. Ils ont construit ça, etc. Mais à un moment donné, il faut pas trop abuser de notre patience. Voilà, c'est surtout ça. Là, c'est surtout, je suis maintenant en mode avertissement en ce qui concerne le build-up entre Banks et Bayley. 3 étoiles pour ce match au final. Bayley Banks auront fait ce qu'il faut, elles auront essayé de faire de leur mieux. Baszler aussi, mais voilà, c'est toujours Jax qui est le boulet du match. D'ailleurs, la célébration post-match de Jax, on en reparle.
Putain, on en parle à la célébration de Jax. Qu'est-ce qu'elle était malaisante. Qu'est-ce qu'elle était malaisante au possible, hein, à lever sa ceinture et à gueuler là. Waouh. Donc voilà, on est parti donc sur une relation style The Bar ou Team Elno entre Jax et Baszler. Voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'empêche, Jax, hein, championne d'Euro et championne par équipe, hein, elle se fait son petit palmarès. Bref, sans commentaire. Allez, match suivant, match entre Keith Lee et Randy Orton. Un match qui était quand même assez attendu, dont le pronostic était très difficile à faire. Je peux vous dire que là, dans mon pronostic flash que je vous avais fait la semaine dernière, j'avais donné la victoire à Orton en vous disant bon, il faudrait protéger Keith Lee dans le même temps, que c'était un pronostic vraiment impossible à faire, parce que ce Lee Orton, il arrive vite, hein, parce que Keith Lee vient d'arriver, et là on le met directement dans le upcard face au meilleur, au top heel, hein, au plus gros heel que la WWE connaisse actuellement. Donc c'était vraiment pas facile de faire un pronostic. Dans le kick-off, on aura appris par le biais de Jerry Lawler que Drew McIntyre n'aura finalement obtenu qu'une légère fracture de la mâchoire, hein, et non pas une fracture au crâne, suite aux 3 punt kicks qu'il a reçus à Raw la semaine dernière, ce qui lui permet probablement de ne pas être absent trop longtemps, hein, voire possiblement un intervenant dans le match de ce soir, enfin de Payback. Musique de Keith Lee, toujours identique malheureusement à celle qu'on a pu voir à Raw la semaine dernière, bien que l'intro semble un petit peu plus longue, un peu plus complète, avec le I am limitless, mais on continue avec la nouvelle musique qui est très quelconque, très classique, qui manque de personnalité. Maintenant, je pense que ça va se corriger. Keith Lee est très conscient qu'il n'est pas non plus très, on va dire, heureux de cette musique. Je pense que ça va se corriger avec le temps. On l'a bien vu, le buzz que ça a fait avec les Viking Experience au début, à leur début, et puis une semaine après, c'était devenu les Viking Raiders, donc ils avaient tout de suite corrigé le tir. Alors la musique a pas changé. Par contre, la tenue est différente. Il se ramène avec une grande tenue verte en cuir, avec une capuche, une sorte de, allez, j'ai envie de dire une jupe un peu tahitienne. C'était assez spécial. J'ai entendu dire que c'était un cosplay de Broly dans le film Broly là de DBS. Bon, j'ai revérifié. Franchement, je trouvais que le rapprochement était pas évident. Vraiment pas évident. Ouais, il y a l'espèce de petite jupe là qui pourrait faire penser un peu à Broly, mais bon, Broly il a pas de capuche par exemple. Bon, il y a les petits symboles un peu symbole un peu électronique, j'ai pu dire, un peu puce sur sa tenue verte, un beau vert. Bon, le tenue vert doré, c'est pas mal, la capuche aussi. Et ce qui est bien, c'est que derrière la jupe, il y a son cuissard, son vrai cuissard, là, son boxeur un peu allongé qu'il avait à NXT. Ça fait plaisir, parce que son short un peu ample, c'est vrai que c'était pas terrible, ça faisait pas très joli. Donc ça, c'est bien. La tenue, ça s'améliore. Voilà, à part petite jupe là, la petite jupe un peu tahitienne, j'ai envie de dire, ça passe, c'est déjà mieux. Bon, il a toujours son haut noir. Je pense personnellement que Vince n'aime pas trop les lutteurs qui ont un peu un bide un peu protubérant et qu'il aime pas qu'ils s'apparaissent. Sauf quand c'est drôle, comme Otis. Mais quand c'est pas drôle, il faut mieux le cacher, quoi. Hein, on le voit avec Kevin Owens notamment. On l'a vu dans le passé. Mais les bides un peu proéminents, il aime pas ça. Donc je pense qu'il va être pas condamné, mais on va dire voué à porter ce haut noir pendant un bon moment, hein, je crois. Hein. Le match, évidemment, le choc, c'est que ça se terminera en même pas 7 minutes. Une durée très étonnante, puisque le cheminement du match, c'est que Keith Lee se prend de beaux atémis en Orton, qui claque bien, mais ça lui fait aucun effet. J'aime bien quand on voit ça, Keith Lee qui réagit pas aux atémis, il lève petit à petit sa tête, avec un air très menaçant, mais ça ne fait donc aucun effet. Keith Lee fait parler sa force. Il se prend quand même une belly to back suplex sur la table des commentateurs par Randy Orton. Mais il se vengera juste après, un peu plus tard. Il le portera donc cette même prise sur la table des commentateurs à Orton. Dripping DDT à l'ancienne, hein, porté par Orton. Et à la fin, il y a une tentative de RKO d'Orton, mais qui est contrée par Keith Lee, par une Spirit Bomb, donc son gros power bomb là. Victoire 1, 2, 3, victoire clean de Keith Lee. Incroyable. Là, sur ce, même pas 7 minutes, là j'ai dit what? Déjà fini? Eh oui,
grosse sensation, c'est un peu en quelque sorte un WrestleMania moment, mais à payback, donc un payback moment pour Keith Lee. Et là, ça le place. Mais alors là, oh, très très haut sur la carte. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein, parce que c'est vrai que souvent on dit bon, bah les transfuges de NXT, ouais, ils vont être gâchés par Vince, ils vont leur faire n'importe quoi, j'ai très peur, machin. Alors oui, c'est pas parfait, la musique, la tenue, bon, ça commence un peu à gueuler autour de ça, mais on va dire, c'est plus secondaire par rapport à son booking. Et là, Keith Lee, on peut pas dire qu'il soit mal booké, hein. Là, il commence très fort. Maintenant, on peut être un peu déçu par rapport au fait que on n'a pas laissé beaucoup de temps au match. C'est vrai. Ça me laisse un peu, ouais, c'est un peu ça m'a faim forcément, un peu frustrant parce que j'aurais aimé en voir plus. Maintenant, bon, il vient de démarrer une semaine, donc on aura le temps de le voir, hein, Keith Lee. Hein. Mais il va dire que, certes, le match c'était peut-être plus secondaire par rapport à la fin. Là, ce qui compte au final, c'est plus la fin et ce choc, puisque finalement, l'idée c'était de marquer le coup et d'en faire de Keith Lee une top star. D'ailleurs, il faut le dire, j'ai appris il y a pas très longtemps dans la soirée une source de Talksport, donc d'Alex McCarthy de Talksport, qui est en général une source plutôt fiable, qui, selon ses sources personnelles, dit que c'est une demande personnelle de Vince McMahon envers Randy Orton de mettre over Keith Lee à payback, donc dans ce match, de l'avoir mis over et d'en faire une top star. Et dans le passé, lorsque Vince avait déjà demandé ce genre de choses, c'était pour Roman Reigns. Donc on peut se dire que il y a vraiment de gros plans pour Keith Lee et qu'il est parti pour aller très loin. Maintenant, il faut rester prudent, mais quand on entend ça, c'est plutôt positif parce qu'évidemment Keith Lee, c'est quelqu'un qui pue le pognon, très charismatique, qui a un super in-ring, surtout pour quelqu'un de sa morphologie, il est capable de faire des choses très étonnantes, des moonsaults, des Spanish Fly même, des gros crossbody en plein vol. Il sait faire pas mal de choses et il peut vraiment aller très loin et aller chercher une ceinture suprême, c'est sûr. Et donc c'est une sacrée sensation. Le triple threat match à Clash of Champions entre Orton, McIntyre et Keith Lee devient du coup très probable, hein, en tout cas très plausible, puisque ça fait quand même 2 défaites clean de suite, hein, pay-per-view pour Orton, hein, en une semaine. C'est là que le bas blesse, on va dire. C'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à pronostiquer ce match, parce que j'aurais protégé les deux. C'est pour ça que j'ai pensé à Orton, mais en protégeant Keith Lee. J'ai pensé ensuite à une victoire de Keith Lee dans la soirée de dimanche, dans la journée de dimanche. J'ai pensé plutôt à une Keith Lee, mais j'hésitais entre une victoire clean et pas clean. Je partais plus finalement sur un DQ, une victoire de Keith Lee par DQ, et finalement c'était clean, quoi. Alors du coup ce match donne forcément envie d'en voir plus entre les deux, c'est peut-être même le but, mais voilà, trop court pour que j'en fasse un très bon match, parce qu'évidemment on n'a pas vu non plus énormément de choses, c'est peut-être même la déception si je puis dire à ce niveau-là, mais on va dire que l'essentiel était ailleurs. Du coup c'était plus un espèce de match trailer, un match un peu teasing, un match bande-annonce, en attendant le vrai film, en attendant le match complet entre les deux à l'avenir, mais c'est pas vraiment une critique de dire ça, mais c'est plus une frustration, j'ai envie de dire. Donc je ne peux pas lui donner plus que 3 étoiles à ce match, parce que le match n'est pas assez développé. Mais le problème, c'est que c'est un enfer à pronostiquer, c'est un enfer de satisfaire les fans avec ce match. On a déjà une très belle affiche entre ton top heel, celui qui vient de foutre 3 punch kicks à la gueule de Drew McIntyre et qui l'a foutu hors d'état de nuire pendant une durée indéterminée, même si il semble être bientôt sur le retour, puisque finalement ce n'est qu'une fracture de la mâchoire. Mais Orton perd clean, il perd 2 fois de suite après le backslide de SummerSlam, 2 fois en une semaine. Donc ça te fait un peu retomber la hype autour de ton top heel, hein, de Randy Orton. Et en même temps, ça te met Keith Lee sur la carte. Ça te le place directement sur la carte là, de façon féroce, on va dire. Donc c'est difficile de trouver le bon booking, le bon équilibre, puisque que voulez-vous faire? S'il y a un DQ, on va dire oh là c'est anticlimatique, c'est de la merde. Si c'est Orton qui gagne,
qui gagne clean, on va dire oh ben voilà, Keith Lee vient d'arriver, il est déjà enterré. Et si c'est Keith Lee qui gagne, comme ce qui vient d'arriver, on va dire ah ben voilà, c'était notre top heel, celui qui a baisé que des légendes, qui a foutu Drew Orton, Drew McIntyre hors d'état de nuire, et voilà comment vous le traitez. Voilà, à chaque fois il va y avoir des réactions des deux côtés, ça sera jamais la bonne solution. Donc de toute façon il y aura toujours des rageux. Voilà, c'est vrai que c'est le danger ou le risque de mettre un match pareil, une affiche pareille déjà au bout d'une semaine, alors que Keith Lee vient d'arriver. Mais c'est comme ça. Voilà, l'avantage c'est que ça te le place Keith Lee, ça te marque le coup. Maintenant oui, Orton se prend une nouvelle défaite clean. C'est vrai que c'est un peu embêtant. J'aurais peut-être plus donné la victoire à Keith Lee par DQ, à un Orton un peu frustré de ne pas pouvoir le battre, et qui portera un low blow. C'est peut-être, certes c'était un peu un finish de rageux, qui pourrait faire rager, mais est-ce que c'était pas finalement le truc qui protégerait le mieux tout le monde? Voilà, bon, c'est un avis personnel. Que Drew McIntyre n'intervienne pas pour la distraction, je trouve que c'est pas plus mal, parce que bon, il s'est pris 3 punt-kicks, fracture de la mâchoire, voilà, il est absent pendant un petit moment, ça m'aurait fait chier qu'il revienne déjà 6 jours après, donc là-dessus, ça me gêne pas que McIntyre n'intervienne pas, voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment de booking idéal pour ce match, peut-être plus un DQ, mais par rapport à la réaction des fans, je crois qu'il n'y avait pas la solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour ce match, qui a le mérite d'être étonnant, hein. Ça aurait pu être aussi un match de SummerSlam, hein, You'll Never See It Coming, ça on peut le dire, un match que j'aurais jamais vu aussi court. On arrive ensuite backstage, hein, avec Kayla Braxton, hein, qui encore le fil rouge, hein, qui vient voir Paul Heyman et qui demande si Reigns a enfin signé son contrat. Paul Heyman dit que Reigns, de toute façon il l'avait dit à SmackDown, il a promis d'être là, et il est là, il est bien là. Roman a promis d'être présent dans le Triple Threat match, de wreck everyone and leave, et de devenir le prochain Blue Universal Champion. Roman a dit que sa victoire était un spoiler, et you can believe that. Et Paul Heyman ajoute you can believe me. Satisfied? Voilà ce que dira Paul Heyman à Kayla Braxton. On passe au match suivant, match entre Rey et Dominic Mysterio et Rollins et Murphy. Le match durera 16 minutes, donc une bonne durée, hein, c'est même le match le plus long de la soirée. Alléluia, ils m'ont entendu. Je vous disais à SummerSlam, hein, que la capuche de Dominic était vraiment gênante, et qui finirait bien par être retirée, hein, on l'a bien vu que c'était vraiment un problème. Et ben ça n'aura pas traîné. Dominic arrive bien sans sa capuche, et c'est bien mieux ainsi. Merci, merci, merci. Le match, vraiment spectaculaire, avec de belles manœuvres de lucha libre, le beau catch de Rollins, et son sadisme, du suspense, du storytelling, et de la rudesse aussi. Et le tournant du match, c'est lorsque Seth Rollins demande à Buddy Murphy de kick Rey in the head, de kick him in the head, donc de frapper à la tête Rey Mysterio, tandis que Dominic, lui, il était KO à l'extérieur. Sauf que lorsque Rollins propulse Rey Mysterio un peu comme une buckle bomb, et ben Murphy prépare un coup de pied, sauf que Rey esquive et c'est Rollins qui prend le coup de pied dans la figure. Derrière, Rey Mysterio fait le tag avec Dominic. Dominic projette son père à l'extérieur pour que Rey fasse une sorte de sunset bomb sur Rollins directement contre la barricade. Dominic fait ensuite un 619 sur Murphy et il enchaîne avec un frog splash pour la victoire. Plutôt un bon frog splash. J'avais exactement donné le bon vainqueur et la bonne personne pour prendre le pin. Ça me paraissait logique que ce soit Dominic qui gagne sur Murphy. Le choix était parfait. Une fin qui permet aussi de teaser, hein, on le voit, un split potentiel entre Rollins et Murphy. Ça peut être intéressant, hein, s'ils veulent vraiment arrêter avec les disciples. On va dire que c'est une petite surprise quand même, parce que on pouvait toujours s'attendre à un jour à plus de disciples, puisque on sait que Austin Theory, ils l'ont dégagé et que finalement il est revenu à NXT, hein, on l'a vu la semaine dernière. Donc Theory en tant que disciple c'est fini, mais il y a peut-être toujours la possibilité d'un turn de Dominic, ou voir Aleister Black qui revient, Cario, Kevin Owens, ça j'y croyais moins.
mais voilà, qu'il y ait des disciples qui s'ajoutent, pourquoi pas Retribution, mais ça j'avais plus de mal à y penser, à y croire. Donc ça semble terminé pour les disciples. Attendons ce soir à Raw, hein, puisque Rollins et Rey Mysterio avaient déjà été annoncés comme devant s'affronter à Raw. Donc ils avaient été annoncés à SmackDown la semaine dernière. Donc attendons le match de ce soir. Mais à mon avis, la tension entre Rollins et Murphy risque d'être remise sur le tapis. Première victoire de la carrière de Dominic, hein, donc c'est quand même historique. Et avec son père en plus, donc pour le symbole. Donc c'est vraiment historique. Ils en avaient besoin, hein, puisque quand même mine de rien, Rollins venait de battre Rey Mysterio à Extreme Rules dans le Eye for an Eye match, et il venait de battre aussi Dominic à SummerSlam. Donc les Mysterio avaient besoin d'une petite victoire. Le match était vraiment de bonne qualité. C'était mon match préféré de la soirée. Il passe assez vite, c'est propre. Dominic, franchement, m'a assez épaté, hein, par rapport au match de SummerSlam, où voilà, il y avait aussi pas mal d'utilisation des armes pour compenser sa grinitude. Là, j'ai trouvé plutôt bien en jambes, encore avec du catch propre, hein. Superbe tornado DDT, son frog splash était de bonne facture, son 619, ses sauts carpés, ses bras à la volée, enfin son catch champagne, il fait bien les choses, hein. Et combinaison avec son père, c'est vraiment bien travaillé, et franchement, à 23 ans, c'est pas mal, hein. Il peut aller loin, hein. Alors certes, il y a toujours pas, oui, il y a pas le charisme, mais c'est vrai qu'il peut aller très loin. C'est plutôt prometteur. Voilà, donc je trouve qu'il progresse de match en match. 3 quarts, un 3,75 pour ce match. Voilà, c'était tout simplement mon match préféré de la soirée. On passe tout de suite maintenant au main event entre Roman Reigns, le Finn, Bray Wyatt et Braun Strowman, donc le fameux triple threat match, no holds barred match. Bon, toujours étonnant de donner un no holds barred match, donc un match, on va dire, sans DQ, tout est permis dans un freeway, hein, puisque le freeway en soi est déjà un no DQ. Bref, c'est surtout certainement plus vendeur d'annoncer ça en no holds barred. Eh ben, Braun Strowman n'aura pas attendu. Alors lui, on l'aura même pas vu entrer d'ailleurs sur le ring, puisqu'il était déjà à l'attaque. Il attaque le Finn alors que Finn venait à peine de rentrer sur le ring. On n'aura donc pas vu l'entrée de Braun. Pas de Reigns à ce moment-là, donc toujours du suspense autour de son arrivée. Power slam de Braun, hein, tout de suite, mais dégagement du Finn. Sister Abigail porté par le Finn, mais dégagement de Braun. Urinagi du Finn sur Braun, en plein sur la table des commentateurs, qui s'écroule. Au moins la table s'écroulait, hein, pas comme à SummerSlam. Là, il n'y a pas de I am the table. Bliss, on la voit derrière le plasma, elle regarde le match avec beaucoup d'intérêt. Elle est captivée notamment par ce que fait le Finn. Là, elle est pleine d'amour pour le Finn. Elle est en train de se tortiller les cheveux là, qui ressemblent de plus en plus au dreadlock du Finn. Ce qui me fait encore plus rager de me dire mais pourquoi l'avoir supprimé de SummerSlam, pourquoi ne pas l'avoir fait intervenir, puisque visiblement elle est toujours impliquée dans la storyline. S'il l'avait supprimé, à la limite j'aurais compris, mais là elle est toujours là, plus que jamais. Et bien, ça va même, je pense, continuer par la suite, à l'avenir, entre Bliss et le Finn. Donc il prépare quelque chose, donc c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir vu intervenir à SummerSlam. J'ai toujours du mal avec l'idée d'un Reigns absent pendant le match, car je me suis dit pendant le match, bah, si le match finit là, bah ça sera trop tard pour Reigns, hein. Tant pis pour lui, hein, je veux dire, s'il se pointe pas, le match il peut se finir maintenant, hein. Tant pis pour lui, quoi, il passera pour un con. Le Finn utilisera même son gros maillet qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, il le sort de sous le ring pour frapper Braun avec. Duel donc un duel entre Braun et le Finn que j'ai trouvé un poil plus dynamique qu'à SummerSlam, un peu meilleur. Ça donne des regrets même, parce que je pense qu'ils auraient pu le faire un peu pareil à SummerSlam. Braun se fera dévisser quand même 2 fois la tête par le Finn. Il se prendra même un coup d'escalier, bon pas sur le crâne mais plutôt au niveau du bras, hein, on l'a bien vu, bon c'est dommage. On part un peu plus vers la rampe. Braun s'élancera alors pour projeter le Finn contre une table près du stage qui s'écroule. On revient ensuite vers les rings. Braun Strowman, bizarrement, on veut monter à tout prix sur la 3e corde, comme si c'était un habitué un coutumier du genre. Il galère à monter. Le Finn là, alors a tout le temps de le rattraper. Et alors, il porte une grosse superplex de la 2e corde sur du Finn, hein, donc sur le Braun. Le ring s'écroule. Holy shit, la grosse image. Un gros classique hein, qu'on avait déjà vu plusieurs fois dans le passé. Alors certains avait été visionnaire et très perspicace. J'avoue que moi, j'ai pas du tout pensé sur le coup, donc
moi au moins je fais partie de ceux qui ont été surpris. C'est vrai que quand on regardait la configuration des poteaux, c'est vrai que ce n'était pas les poteaux en LED habituels, que c'était des poteaux, on va dire, classiques, des petits poteaux fins, hein, en métallique, et que ça pouvait, on va dire, spoiler le fait qu'il allait se passer quelque chose et que le ring allait s'écrouler. En tout cas, je peux dire bravo et saluer ceux qui ont pensé à ça sur Twitter, notamment camarade Enzo qui l'avait dit. Donc c'est vrai que moi je n'y avais pas pensé. Au moins moi j'ai été surpris. À ce moment-là, donc le ring s'écroule, Charles Robinson qui sale super bien, qui passe par-dessus la troisième corde et qui disparaît du ring. La zik à ce moment-là de Roman Reigns retentit enfin. Malheureusement, c'est toujours la même musique. Je m'attendais à une nouvelle musique pour Roman Reigns, donc c'est toujours un peu la musique, le remix du Shield, hein, que j'aime pas, enfin que j'aime pas, et que j'aurais aimé, hein, tant qu'à faire, hein, s'il change de personnage un peu, qui passe heel, autant changer un peu d'attitude et changer aussi de musique, et donc d'attirail aussi, puisqu'il a son t-shirt, il a plus son plastron justement, son ancien plastron, donc autant complètement se débarrasser des petits relents du Shield. Et d'assumer ça jusqu'au bout, quoi. Dommage. En tout cas, toujours la même musique. Il arrive avec une chaise à la main. Et surtout, avec Paul Heyman. Et justement, Paul Heyman a le contrat en main. Et Roman Reigns se décide enfin à le signer. Il le signe. Il jette le stylo. Et il part enfin sur le terrain, sur le champ de bataille. Tout le monde se dégage des pins de Reigns. Hein. Il tente en opportuniste de piner les deux, hein, évidemment, vu qu'ils sont tous les deux écroulés. Plusieurs coups de chaise de Reigns sur Braun Strowman qui n'y change rien. Braun se dégage. Mandible Claw du Fiend sur Reigns. Mais Reigns porte un low blow. Donc là aussi ça fait très heel. Spear finalement de Reigns tranquillou sur Braun. Reigns wins LOL en à peine 13 minutes. Donc un petit main event pas très long. Reigns qui gagne en opportuniste et en crevard. En heel quoi. Sans avoir quasiment rien fait. Un gros hold-up. Vraiment, une victoire à la Edge, presque, j'ai envie de dire. Wreck everyone and leave, hein, il nous avait pas menti, hein, il est vraiment arrivé pour tout détruire et pour gagner, et pour partir derrière. Braun prend logiquement le pin, hein, comme je vous l'avais dit, et puis je pense que tout le monde le savait, que Braun était là pour ça. C'est moche pour lui, mais bon, en même temps, là je pense qu'il fallait vraiment qu'il se couche pour la République, hein, parce que il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Surtout que de toute façon, Reigns, il fallait vraiment qu'il gagne. À partir du moment où on voit Paul Heyman intervenir comme manager à SmackDown, là on se dit qu'il n'y a plus trop de doute et que Reigns s'est voué à gagner et à reprendre son titre universel qui de toute façon aurait dû être gagné à WrestleMania 36 face à Goldberg. Donc c'était reculé pour mieux sauter. Triste évidemment pour le Fiend, hein, avec un règne de seulement une semaine, mais on sentait qu'il servirait de porte-ceinture pour l'occasion, et que ce triple threat était l'occasion idéale de lui faire perdre la ceinture sans qu'il prenne le pin. Je pense que c'était la meilleure façon de faire. On peut comprendre, hein, au final, que Reigns, avec la complicité de Heyman, ait fait exprès de signer le match tardivement pour qu'il puisse ramasser un peu les miettes derrière. Mais c'est vraiment sur le principe, c'est filou, hein, c'est malin, mais faudra quand même attendre vendredi pour en être sûr, car si c'est bien ça la raison, hein, la raison un peu de l'opportunisme et d'attendre, on va dire, de ramasser les miettes derrière, je trouve pas ça très en phase par rapport à Vince McMahon qui, lors du dernier SmackDown, tenait absolument à ce que Adam Pearce vienne obtenir les 3 signatures, hein, de la part des 3 hommes. Donc à partir du moment donc s'il n'y a pas les 3 signatures, en principe le match de playback ne peut même pas commencer, il peut même pas avoir lieu. Donc c'est ça qui m'embête. Alors à moins que Paul Heyman n'ait modifié les termes du contrat, mais il faudra nous en informer vendredi prochain. Et puis en arrivant tardivement, comme je vous le disais tout à l'heure, Reigns prend le risque que Braun ou le Fiend ne gagnent déjà leur match avant. Donc sur le principe c'est à la fois, c'est peut-être malin, mais c'est aussi risqué, voire débile, de procéder ainsi. Hein. Parce que Reigns il peut repartir une main devant, une main derrière. Hein. Le mec il arrive après la fête. Hein. Le match aurait pu être déjà terminé. Donc c'est quand même une grosse prise de risque sur le principe. Voilà, j'essaie de rester cohérent dans l'explication, mais parfois il y a un moment il y a des choses que je trouve pas très logiques. Maintenant, en ce qui concerne l'évaluation du match, bon bah ce main event aurait été le pire match de la soirée, hein, pour moi, hein, je vous le dis tout de suite. Le brawl entre le Fiend et Braun, donc la première partie du match, on va dire la grosse première partie du match,
Ce brawl m'aura peut-être paru un poil meilleur qu'à SummerSlam, car un peu plus dynamique, avec davantage voilà, d'armes utilisées, la table qui s'écroule, donc ça fait un peu plus voilà, ça fait un peu plus de sensations. Mais voilà, l'arrivée tardive de Roman Reigns en mode crevard, qui aura fait le strict minimum pour s'imposer, et pour s'imposer en 3 minutes douche comprise, c'est quand même déjà insupportable. Certes, c'est la hit, hein, évidemment, c'est déjà du gros heal qui nous fait là, de la heal hit, mais on se doute qu'au vu de sa santé, certes, ils ont probablement voulu le protéger avec un match court, mais faudra quand même me donner de solides explications kayfabe, parce que si c'est pour des raisons de santé qu'on lui fait faire ça, bah le mec on vient quand même de lui donner le titre. Donc si on lui donne le titre à Reigns, c'est quand même qu'il est parti pour lutter, qu'on lui fait confiance pour ça. Donc il va quand même, il va pas cumuler les squash durant son règne. Il va pas faire des matchs de 5, 6 minutes, 10, 12 minutes maximum à chaque fois. Il va falloir à un moment donné qu'il fasse des matchs un peu plus longs. Donc on finit connement ce show, je trouve, sans moment choquant, sans Retribution, hein. Retribution à nouveau, grand absent du show, après SummerSlam. Hein, Retribution, décidément, n'a pas envie de se montrer à pay-per-view. Et heureusement, sans cash-in d'Otis. Ce qui aurait pu pourtant encore être impossible. Lorsque le ring s'est écroulé, je me suis dit, ben là, il y a encore une grosse ouverture pour Otis. Hein. Mais non, Otis passe encore pour un con. Il a pas envie de cacher. Ou alors il oublie même qu'il a une mallette. Hein. J'en suis sûr, il l'a oublié. Donc au final, c'est un peu Reigns qui le fait ce cash-in. Hein. C'est vrai que quand le gars il arrive après la guerre, les deux mecs sont morts, et il arrive avec en plus un petit contrat là dans les mains de Paul Heyman, on a vraiment l'impression de voir un Reigns qui fait un cash-in quoi. Et ça ressemblait pas mal dans les faits. Et un peu comme Rollins à WrestleMania 31, le gars qui se pointe voilà pendant le match pour faire une espèce de triple threat. Bref. Le match, je lui donne à l'image du main event de SummerSlam, je lui donne un petit 2,25. J'avais oublié de donner la note au main event de SummerSlam. Je lui donne un 2,25. C'est la même note que pour SummerSlam. Un main event très décevant, qui aurait, je pense, qui aurait pu être bien meilleur, bien plus badass, on va dire, bien plus violent. Hein, quand on nous annonce un Holds Barred et qu'on a 3 big men comme ça, si on avait les 3 sur le ring dès le début, on aurait pu avoir quelque chose de bien plus percutant, et ça m'a déçu de pas l'avoir. Donc on a un match, finalement c'est un peu en quelque sorte une arnaque. On nous annonce un triple threat, et finalement c'est pratiquement un face à face pendant les 3 quarts du match quoi. Et un Reigns crevard à l'arrivée quoi. Bref, ça m'a un peu déçu. Et voilà, le match sinon était pas terrible du tout. Maintenant on va passer au bilan. Un show, un pay-per-view donc qui, un espèce de show glorifié ou mini pay-per-view qui reste assez décent, assez convenable au final, hein, malgré les bookings qu'il a fallu faire très très rapidement. Globalement des matchs que je considérais comme plutôt solides, hormis le main event donc que j'ai pas aimé par rapport aux autres matchs. Et malheureusement c'est ballot que ce soit le main event qui soit le moins bon match de la soirée. Tous les titres, hein, les 3 matchs pour les championnats auront changé de main. Hein, les 3 titres auront changé de main et on est, on va dire, en transition entre SummerSlam et Clash of Champions où tous les titres seront défendus, donc il faut le rappeler. Et là on part sur 4 semaines de build-up, donc ça va être intéressant, notamment avec l'association, enfin dire la continuité de l'association entre Alexa Bliss et le Fiend, avec de ce qu'on entend dire peut-être effectivement une relation un peu Harley Quinn Joker qui est en train de se profiler. Ça peut être intéressant. Maintenant bon on va voir ce qu'ils vont faire du Fiend, mais probablement il va avoir son match, puisqu'il n'a pas pris le pin, son match contre Reigns, vu qu'il y a un passif entre les deux. Donc il y a des choses, des petites choses à raconter avec Alexa Bliss en plus dans l'histoire. Peut-être même Nikki Cross un petit peu. Braun Strowman par contre je pense qu'il va falloir le mettre un petit peu de côté pendant un petit moment, parce que là il reconstruire quelque chose quoi, repartir sur une nouvelle feud, un truc un peu neuf, mais là je pense qu'il va falloir le mettre un petit peu à l'écart, parce que là c'est difficile pour Braun Strowman là, parce que on sait pas trop on sait pas trop quoi faire de lui au final, hein. Son règne il avait été désastreux, son règne universel, et là toujours du ring illimité, du bourrinage mais pas du grand catch quoi. Voilà, tout simplement.
Le show, bah, comme d'hab, hein, il a le mérite de passer vite, hein, d'être très digeste, hein, 12h30. Donc ça c'est bien ce genre de format. Même si Clash of Champions risque d'être un petit peu plus long, parce que si tous les championnats sont en jeu, avec 9 matchs potentiels, bah, on risque peut-être de plutôt être sur un format 3 heures, hein, on verra bien. La carte donnait pas très envie, parce que c'est vrai qu'il y avait 2-3 matchs qui étaient purement des matchs weekly, ou des matchs Joseph. Mais ils ont réussi, grosso modo, à nous produire des matchs assez décents, hein, dans l'ensemble. Même le Corbin Riddle, qui est sans être fantastique, était décent. Le Cruz versus Lashley était très regardable à l'arrivée. Par contre, au niveau des surprises, je trouvais qu'il n'y en avait quasiment pas, hein, puisque honnêtement, tous les pronostics, j'avais bon. Hormis le Lee Orton, qui effectivement était difficile à pronostiquer, même si dans la journée de dimanche, j'étais finalement parti sur une victoire de Keith Lee, mais plus par DQ et non pas clean. Là, pour le coup, ils m'ont surpris. C'est la seule vraie surprise. Sinon, le reste était très prévisible. Même tous les changements de titre étaient prévisibles. Mais sur le reste, j'ai fait, voilà, comme je vous disais, j'ai fait un sans faute. Et donc, je donne une note finale de 3 1/4. Donc, je donne la même note à Payback qu'à SummerSlam, ce qui est quand même pas mal pour un petit show de transition, un petit show mineur. Hein. C'est vrai, hein, c'est pas un show de grande importance, qui n'était même pas prévu à la base. Hein, donc, c'est un show qui arrive une semaine après SummerSlam et qui a dû être booké à la va-vite. Donc, c'est quand même pas si mal. Un 3 1/4, c'était plutôt décent. Certains vont dire que c'était un show de merde. Et certains seront plus de mon avis. Tout le monde a le droit d'avoir son propre avis. Il faut pas critiquer les uns et les autres. C'est toujours pareil, c'est très subjectif. Il y en a qui vont rager sur le Lierton, d'autres qui vont trouver ça très bien, qui vont trouver que Reigns il arrive en badass et que c'est super. D'autres trouveront que c'est encore Reigns, voilà, un nouveau Reigns qui est overpush, overcheaté et compagnie. Il y a toujours des avis divers. De toute façon, c'est ça le catch, comme dirait l'autre. Bref, c'est un éternel recommencement, c'est un cercle vicieux. Voilà, tout simplement. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. Bref, voilà donc pour cette review. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein, j'espère que vous écouterez cette review au plus grand nombre, même si j'ai fait 1 heure à nouveau. À nouveau, bah, ne pas oublier de liker ma vidéo. Surtout, c'est très important pour moi, visibilité, de liker, de commenter et de partager, de parler de ça, de parler de ma chaîne auprès de vos copains, de ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je vous invite donc à écouter les rebuts du catch de la semaine dernière, donc sur la review de TakeOver et de SummerSlam avec mes camarades Papy Catch, Jack Jones et Enzo des rebuts du catch, donc où j'aurais pu intervenir. Je les en remercie à nouveau et peut-être une nouvelle invitation dans les jours, les semaines à venir, hein, qui sait. On ne sait jamais. Voilà, donc, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera pour les pronostics de Clash of Champions. Vous me retrouverez entre-temps dans la semaine sur Twitter pour parler de All Out, puisque c'est déjà samedi prochain. On fera les petits pronostics sur Twitter. Donc je vous écoute aussi, je vous invite aussi à m'écouter sur Twitter, donc sur mon compte SullyPerfect10, hein, SullyPerfect10, SullyPerfect10, tout attaché sur Twitter. On fera une petite vidéo pronostic. Voilà, donc pour le prochain rendez-vous. Très bonne semaine à vous, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao à tous.